Salut camarades! Aujourd'hui, je vais vous causer de La Reine Margot, un film sorti en 1994, tiré du roman du même nom d'Alexandre Dumas, paru en 1845, premier des 3 tomes qu'il a en gros consacré à la fin des Valois et le début des Bourbons pendant les guerres de religion, le tout avec une certaine rigueur historiographique. Ce film, non seulement il est réalisé par Patrice Chéreau, véritable légende de la mise en scène, non seulement les dialogues et le scénario ont été coécrits par la très talentueuse Danielle Thompson, non seulement les musiques envoûtantes sont composées par le merveilleux Goran Bregović, non, plus tard, mais en plus de ça, le casting claque de partout. Alors il faut le voir non seulement parce que c'est un chef-d'œuvre, mais en plus parce qu'il permet assez bien de voir comment l'histoire se romance, se réécrit et se transmet à travers le temps. Parce qu'entre ce qui a été écrit, ce qui a été filmé et ce qui a vraiment été, il y a un monde. Le film s'ouvre en 1572 sur le mariage de Marguerite de Valois, la très catholique, très incestueuse et très dévergondée, sœur du très catholique, très incestueux et très taré Charles IX, roi de France. Il est zinzin. Elle épouse Henri de Navarre, le très protestant et très paumé roi de Navarre, dont la mère Jeanne d'Albret vient d'être assassinée, empoisonnée plus exactement, par Catherine de Médicis, la mère de Charles IX et de Marguerite. Ça va? Ça suit? Ce mariage a été voulu par Catherine de Médicis, la mère de Charles IX, pour calmer les conflits religieux et éviter une nouvelle guerre civile. Constatant cependant qu'elle perd son influence sur son royal rejeton au profit d'un des chefs protestants, l'amiral Gaspard de Coligny, elle décide de faire buter celui-ci discrètement, ce qui rate. Et les protestants venus à Paris pour le mariage sont super furax et ils demandent vengeance. La famille royale flippe et décide d'anticiper en faisant zigouiller les principaux chefs protestants. Et il leur faut pour ça l'autorisation de Charles IX, qui, super flippé et super influençable, accepte. Mais à condition de buter tous les protestants, afin qu'aucun ne puisse le lui reprocher. Je suis zinzin. Je suis zinzin. Ah, je suis zinzin. S'ensuit alors le légendaire massacre de la Saint-Barthélemy, auquel n'échappent que quelques têtes, dont Henri de Navarre, protégé par sa zouze Marguerite, qui certes ne l'aime pas, mais qui a accepté d'être son allié et qui est de plus en plus dégoûté par les actes de sa famille. Survit aussi un jeune protestant, La Mole, qui trouve refuge dans la chambre de Marguerite, décidément, avec qui il a d'ailleurs bézouillé par hasard au détour d'une rue quelques jours avant. Ils tombent amoureux, il réussit à s'enfuir, et il jure alors de sauver la vie de Marguerite enfermée au Louvre, comme elle a sauvé la sienne. Et il va aussi vivre la plus intense histoire d'amitié possible avec le catholique qui a voulu le tuer lors de la Saint-Barthélemy, Hannibal de Coconas. Voilà, donc on ne rigole pas, ça existe vraiment. Rajoutez à ça 2-3 complots, comme Catherine qui veut buter Navarre mais qui, sans faire exprès, empoisonne Charles IX à la place, des tentatives d'évasion plus ou moins foirées, des jalousies terribles, des amitiés très fortes, et on finit sur La Mole et Coconas qui sont capturés après avoir raté l'évasion de Marguerite, et qui sont exécutés pour avoir tenté de tuer leur roi, qui clament aussi. C'est absolument faux, mais Catherine préfère leur faire porter le chapeau, plutôt que d'admettre publiquement que c'est de sa faute. Marguerite, après avoir récupéré la tête de son amant, s'enfuit, désespérée, et furieuse contre sa mère. Castoren, salope, je me vengerai. D'un point de vue historique, beaucoup de faits sont justes, mais mal interprétés, d'autres sont relativement confus, et certains sont purement fantasques. Reprenons. Nous sommes en pleine guerre civile entre les catholiques et les protestants, et la reine-mère, Catherine de Médicis, a tout fait pour calmer le jeu entre les deux camps, ce qui a poussé pas mal d'extrémistes de chaque bord à la détester. Le fameux mariage d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois va donc avoir lieu le 18 août 1572 à Paris pour calmer le jeu. Les deux se connaissent très bien puisqu'ils ont grandi ensemble, ils s'entendent relativement bien, la mère d'Henri n'a absolument pas été butée par la mère de Marguerite, tout va bien. Survient le 22 août la tentative d'assassinat du chef protestant Coligny, très probablement par les Guises, une noble famille très puissante qui sert de chef aux catholiques. C'est peut-être aussi un coup des Espagnols. Après tout, Coligny s'apprêtait à engager la France dans une guerre pour libérer la Flandre de l'emprise espagnole. Toujours est-il que tous les protestants venus à Paris, ils sont super vénères, et ils réclament vengeance, donc la famille royale, elle panique, et elle doit prendre une décision rapidement. Soit elle soutient les protestants dans leur vengeance légitime, soit elle finit le boulot qui a été commencé, de préférence avec les Guises. Pourquoi hésiter ? Parce que soutenir les protestants, c'est attaquer les Guises. Or, ceux-ci sont tellement populaires qu'ils sont intouchables. La population parisienne risquerait de se soulever et de créer de terribles émeutes.
Tandis que les protestants, ils sont certes dangereux, mais ils sont moins nombreux et moins influents par ici. Il est donc beaucoup moins risqué de se débarrasser d'eux. Habile. Bah pas tellement. Parce que si la Saint-Barthélemy commence le 24 août 1572 en ne visant que quelques cibles initialement, ça part très très vite en vrille. La population, à Paris comme en province, va en profiter pour rigoler un peu et régler quelques vieux comptes. Du coup, le massacre va durer plusieurs semaines et faire plusieurs milliers de victimes. Le pouvoir royal, totalement largué, va tenter plusieurs fois de calmer le jeu et de s'innocenter, mais sans aucun succès. Beaucoup de chefs protestants sont morts, certains ont réussi à se tailler et d'autres ont été épargnés, comme Navarre et Condé, parce que ce sont des princes du sang. Henri de Navarre, c'est le petit-neveu de François Ier, faut pas déconner. Donc il ne doit pas sa survie à sa femme, et Catherine de Médicis n'a jamais voulu le tuer. Si elle avait voulu, ça aurait été très vite plié. D'ailleurs, elle a empoisonné personne. Jeanne d'Albret et Charles IX, ils sont morts comme François II et Alençon plus tard, de la tuberculose. Ensuite, en effet, Navarre se convertit, lui et sa femme sont retenus au Louvre où ils sont surveillés. Mais va alors se former une alliance entre les deux époux et Alençon, le plus jeune frère du roi, qui n'a pas beaucoup de chance de régner. Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? On le voit à peine dans le film, on le voit un peu plus dans le bouquin, pourtant il a joué un rôle crucial. Parce que nos trois larrons là, ils vont chercher à s'attirer le parti des malcontents. Ce sont des catholiques et des protestants modérés qui cherchent à la guerre une troisième issue plus simple et moins meurtrière. Leur plan, en gros, c'est que Navarre apporte à Alençon le soutien d'une partie des protestants, Alençon représente pour Navarre et les malcontents un prétendant au trône qui soit moins extrême que ses deux frangins ultra-catholiques, Charles IX et le futur Henri III, et Marguerite est pour eux une excellente diplomate, redoutable en politique. Bon, en fait, elle leur était carrément indispensable, parce qu'ils étaient pas doués, contrairement à ce que peut dire ou le bouquin ou le film. Et elle a pas fait ça pour le plaisir, elle a fait ça pour s'assurer une place en politique qui soit digne de son rang et de son intelligence. On en reparlera quand il faudra apporter quelque chose de lourd. Finissons avec La Mole et Coconas. Joseph Boniface de La Mole, ou La Mole, ce qui est un tout petit peu moins classe quand on parle de relations amoureuses, je ne vous fais pas de dessin, était un catholique déjà, qui lors de la Saint-Barthélemy avait 44 piges et se trouvait à Londres pour les affaires de son maître Alençon. Et si jamais il y a eu une relation entre lui et Marguerite, ça n'a eu lieu que 1 ou 2 ans plus tard, peu avant la découverte du complot des malcontents, une tentative d'évasion foirée de Navarre et d'Alençon. On a peut-être même envisagé à ce moment-là de faire buter Charles IX qu'on savait malade. La Mole et Coconas, un autre gentilhomme d'Alençon, sont emprisonnés, tout comme Navarre et Alençon eux-mêmes. Les deux premiers sont exécutés pour avoir tenté de tuer leur roi, tandis que Navarre ne doit son salut qu'à un discours que sa femme a écrit pour qu'il puisse se défendre. Quand je vous dis qu'ils auraient rien pu faire sans... Vous savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Voilà, maintenant qu'on a gratté, on peut se demander pourquoi c'est pas comme ça dans le bouquin et dans le film. Parce que Dumas s'en foutait, pas du tout. Il se voulait historien et à l'époque on faisait beaucoup confiance à tout ce qui s'était écrit avant. Du coup il faut aller chercher plus loin. Si les Valois sont décrits comme des monstres vicieux et sanguinaires, tandis que ce brave Henri de Navarre, futur Henri IV, est montré comme un prince irréprochable, éclairé, victime de sa méchante belle famille, c'est parce qu'on doit cette vision à l'historiographie protestante déjà, qui a été très influente sur la bourgeoisie et les Lumières, qui elles-mêmes ont été très influentes sur la vision historique du XIXe siècle. De plus, lorsque les Bourbons montent sur le trône, il est dans la logique de l'époque d'expliquer pourquoi la dynastie précédente a foiré. On va donc rabaisser un max les Valois pour justifier l'arrivée des Bourbons. Et si vous mélangez l'historiographie protestante, l'historiographie anti-Valois et un petit morceau de Révolution française où on a craché sur l'intégralité de l'Ancien Régime, vous comprenez pourquoi le XIXe siècle considère les Valois comme la pire des mafias possibles. Et que Henri, qui devient le véritable héros de la reine Margot, est un homme bon, simple, juste et éclairé. Il a une belle tête de vainqueur. Pourtant, Marguerite de Valois est un personnage largement aussi passionnant qu'Henri IV, si ce n'est plus. Grande lettrée, belle plume, fine politique, excellente diplomate, beauté légendaire, immense mécène, féministe devant l'éternel, elle a joué un rôle historique plus que crucial. Eh ben non, le seul truc que l'histoire ait retenu d'elle, c'est son goût immodéré pour Pampancucu. Voilà. Et pourquoi ? Bah non seulement parce qu'elle a fait les frais de l'historiographie anti-Valois tout comme ses frères, non seulement parce qu'elle a fait les frais de l'historiographie protestante qui a vu dans son mariage un traquenard préparatoire à la Saint-Barthélemy survenu 6 jours après, mais aussi parce qu'elle a fait les frais du machisme avéré des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, tous trois très remontés contre l'accès des femmes au savoir et au pouvoir. Or à l'époque, pour décrédibiliser très sérieusement quelqu'un, il suffit de pondre plein de pamphlets bien scabreux et bien gras qui font rire les beaufs. On va donc aller fureter dans son histoire pour trouver la moindre anecdote galante,
et changer Marguerite en le pire des monstres lubriques ayant mis la France à feu et à sang pour un peu plus de cul. La chose est d'autant plus facile qu'on lui connaît quelques amants, et qu'elle a, dans son grand appétit culturel, contribué à mettre en valeur une pensée très novatrice pour l'époque, le néoplatonicisme, où la femme n'est plus ce monstre malin venu pervertir l'homme vertueux, et où l'amour, mis au centre des choses, peut se réconcilier avec la religion. Ce qui a fait dire aux machos fort spirituels des siècles suivants La salope. Dumas, en bon historien de l'époque, a donc lu énormément de sources, parfois contradictoires, avant d'écrire son roman. Son érudition, on la voit notamment dans la description méticuleuse qu'il fait du Paris de l'époque. Et à ses recherches historiques s'est ajouté son propre style romanesque. Il est donc logique de voir un Henri IV irréprochable, des Valois incestueux et sanguinaires, et une Marguerite aussi intelligente et cultivée que passionnée, volage, voire même carrément nymphomane. Dumas va même jusqu'à faire dire à Charles IX, en parlant de sa pie Margot, « Ce n'est pas une raison parce qu'elle porte le nom de ma sœur pour que tout le monde la caresse. » Chéreau, lui, n'a pas cette excuse d'une historiographie hésitante, c'est sûr. Et pourtant, il a encore plus romancé et assombri l'histoire, allant même jusqu'à ne faire ressortir que les parties les plus noires de l'œuvre. Ce qu'on lui a évidemment reproché. Mais il rappelle intelligemment, enfin il rappelait puisqu'il est mort, qu'il n'a pas écrit ce film avec Daniel Thompson dans le but de faire une fresque historique. Ils l'ont écrit dans un moment où l'obscurantisme religieux se faisait de plus en plus fort et où les massacres se multipliaient, exactement comme dans le film qu'ils étaient en train de préparer. Ils ont donc vu celui-ci comme une œuvre contemporaine, notamment dans la manière même de filmer. Quand on le regarde, on se rend bien compte que ce ne sont ni les décors ni les costumes qui sont mis en valeur, mais bel et bien les acteurs, et donc les personnages. Alors pour conclure, lisez ce roman, voyez ce film, même s'ils n'ont rien en commun, même si les visées de Dumas et de Chéreau sont très différentes, on peut dire des deux créateurs ce que l'excellente historienne Eliane Viennot, qui n'aime pas le film, a dit de l'engouement du 19e siècle pour l'histoire. S'il se plonge dans l'histoire, c'est autant pour rêver que pour comprendre, autant pour s'évader que pour expliquer.